Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page, et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Pourquoi fêlés ? Parce que les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Je rappelle que nous avons entamé une nouvelle série en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Cette première série est consacrée à Emily Summers. Eh bien, nous voilà à nouveau en compagnie d'Emily Summers. Salut Valérie. Salut Emily, ravie de revenir dans ce bel atelier coloré. Je te propose de reprendre un peu où nous en étions la dernière fois. Si ma mémoire est bonne, nous avons parlé bien sûr des réseaux sociaux, mais tu as ouvert une porte sur le temps. Le temps qui fait partie de ton activité. Peut-être tu peux nous en dire 2 mots déjà. Et ensuite reprendre cette valeur temps qui est aussi un défi bien sûr à surmonter. Oui. Alors il y a deux réalités face au temps. C'est que, étant donné que je suis sur plusieurs activités sur la même temporalité, eh bien je dois absolument manager mon temps correctement. Et puis, c'est aussi une thématique en formation, en consultance que je donne depuis presque 15 ans maintenant. L'étroite collaboration entre le temps et le stress et qui varie en fonction de nos âges, évidemment, puisque rien de neuf sous le soleil, mais en vieillissant, nous avons moins de temps disponible. Et ce qui veut dire que notre obligation d'efficience est absolument épicentrale. Et puis, tant qu'à faire, autant parler d'efficience le plus tôt possible. Et c'est quelque chose qui est présent dans ma vie, cette efficience, depuis toujours. C'est comme ça fait partie de moi. J'ai un jour une patiente qui m'a dit « Ma vie est un Tetris permanent » et c'est le cas. Comment faire empiler toutes les choses en dépensant le moins d'énergie possible avec un return le plus grand possible. Et on parlait des réseaux sociaux la dernière fois. Les réseaux sociaux, pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé l'efficience directe. Ça me coûte plus que ça ne me rapporte en termes d'énergie. Et donc, du coup, j'ai tendance à ne pas l'investir suffisamment. Donc, il y a de ça aussi, oui. Ah, voilà, donc le lien entre le temps et les réseaux qui sont finalement liés aussi à ton originalité dont on parlait, alors à ton activité, tu viens de le dire, mais aussi à cette façon de voir qui est un petit peu dans la haute potentialité et dans la multipotentialité. Parce qu'effectivement, le temps est encore plus précieux. Oui. Et donc, ça veut dire que tu cherches le retour, comme je dis souvent, le ROTI, le Return on Time Invested, le retour sur le temps investi, et non pas uniquement le retour sur l'investissement. Parce qu'effectivement, le temps, c'est notre actif principal. Ça, tu es d'accord ? Tout à fait. Et ce qui est très paradoxal quand j'ai découvert le kintsugi, parce que si on regarde concrètement l'activité, l'art du kintsugi, ce sont des gestes très lents. C'est pas très rentable en fait en termes d'efficience. Et pourtant, c'est un endroit où je m'arrête et où il se passe énormément de choses pendant l'acte de création. Et donc, c'est efficient dans la totalité de mes activités parce que c'est réapprendre à être dans une patience, une temporalité lente qui
malheureusement, est de plus en plus difficile à attraper parce que la vie file. Et de pouvoir mettre mes mains dans l'atelier, de pouvoir créer, me remet dans une temporalité qui est plus juste. Et je dis souvent à mes patients, il ne faut pas croire toutes ces pensées et il ne faut pas aller à la vitesse de vos pensées parce que sinon, vous prenez vos pieds dans le tapis. Et le fait d'être multi dans mes activités me permet de réguler mon rapport au temps. Parce que mes pensées vont parfois trop vite et c'est pas pour autant que je dois répondre à toutes ces pensées. Exactement. Et moi, je dis aussi souvent, finalement, que choisir, ce n'est pas renoncer, c'est séquencer. Oui. Parce qu'il y a un temps pour tout. On ne peut pas tout faire en même temps. Il y a des temps de ressources, bien sûr. Si on va chercher chez les grands sportifs, ils savent préparer l'épreuve, la mener et récupérer. Et on a aussi le temps par rapport à la culture. Moi, je suis allée très, très souvent au Japon. Tu parles du kintsugi, que je connais bien, que l'on n'a peut-être pas défini d'ailleurs. Tu peux peut-être Tout à fait. En reparler. Oui, on peut en reparler par la suite, oui, tout à fait. Donc, en résumé... Dans la littérature, donc littéralement, kintsugi, c'est la jointure par l'or. C'est donc une technique ancestrale japonaise qui consiste à réparer des objets cassés en magnifiant leur imperfection et donc en faisant en sorte que l'objet soit très singulier puisqu'il peut y avoir 150 objets identiques, mais il n'y aura jamais 2 fois la même fêlure. Bien sûr, comme les fêlés. Et comme ce que nous sommes. Évidemment. Donc, je reviens au Japon pour parler du temps, parce que le temps au Japon n'est pas du tout le même qu'en Occident. Et moi, j'y ai travaillé très longtemps, et les relations d'affaires commencent toujours très lentement, par des discussions, des sorties, des karaokés, des sakés. On fait le tour de la personne, en fait. On cherche à la connaître, à la faire un petit peu sortir, peut-être un petit peu de ses zones aussi de confort, mais pour voir quelle est son âme, quelque part, son identité, dans le respect de chacun. Et ce temps, qui est très lent, est ensuite totalement récupéré si la conclusion, évidemment, c'est que la confiance s'installe. Tout à fait. Donc, c'est plutôt de raisonner en cycle. Il y a des temps longs qui peuvent ensuite raccourcir les temps suivants et, in fine, avoir un vrai retour sur l'investissement. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui, justement, si on est absorbé par l'exclusif canal des réseaux sociaux, en fait, nous fait complètement vriller sur notre relation au temps et aussi cet investissement dont tu parles. C'est-à-dire que chaque chose en son temps. Et le kintsugi m'a vraiment appris à distancer toute une série de choses. Ok, oui, il n'y a pas 10 000 followers, mais en fait, vaut peut-être mieux en avoir peu, mais durables, qu'en une fois beaucoup, qui sont très volatiles et qui sont un feu de paille. Et il y a cette volonté de s'inscrire dans la durabilité, dans le temps, dans la qualité, et c'est la même chose pour une tomate, c'est la même chose, je reviens à ma tomate dont je parlais au premier épisode, mais si vous voulez la faire pousser plus vite, elle sera remplie d'eau, elle n'aura pas de saveur, et puis elle risque de pourrir plus vite, et puis en fait, ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est pas ça que je veux cultiver. Et dans la relation au temps, le multipotentiel est obligé d'être sur plusieurs dimensions en même temps, sinon en fait il a, en tout cas pour ma part, il y a trop d'anxiété qui se manifeste, et donc le fait d'avoir plusieurs métiers, ce qui est intéressant, c'est que quand j'en investis dans un, les autres continuent à pousser de ce que j'ai planté précédemment, mais je ne le conscientise pas, et donc ça me permet en fait de ne pas être à me ronger les ongles en me disant mais merde, j'ai planté quelque chose et ça pousse pas. Ouais. Ben là en fait je m'occupe d'une autre partie du jardin et ça pousse tout seul et c'est beaucoup plus fluide pour moi, et au moment des récoltes, il y a des moments différents pour récolter des fruits différents, et ça me convient assez bien. C'est ce que je mets en parallèle avec cette permaculture dans le slashing, c'est que tout s'alimente, chaque job s'alimente l'un l'autre, mais dans mon équilibre de vie, je suis beaucoup plus sereine à être sur plusieurs fronts que sur une monoculture qui en fait perd du sens.
bien sûr. Et je perds de l'énergie à cet endroit-là. Ouais, non, mais j'adhère à 300%. C'est évidemment totalement en phase avec le bonheur rentable. C'est pas un hasard si je suis là. Donc effectivement, cette permaculture dans les activités, moi je m'en sers aussi beaucoup comme image. J'irai maintenant un petit peu sur justement ce qui lie tes activités, parce que est-ce que ce n'est pas là le point peut-être qui manque à ta pyramide d'activités, qui se nourrit. Bien sûr, il y a Émilie qui est à la tête de la pyramide, mais pour prendre la parole, si on en revient à ces fameux réseaux sociaux, et simplement prendre la parole de façon authentique, autrement qu'en te présentant comme une slasheuse, est-ce qu'il n'y a pas un lien au travers de tout ça qui pourrait être la réponse à ta problématique peut-être de prise de parole? Alors certainement que ce lien existe et il est ponctuellement présent mais pas encore assumé. Il y a dans ma représentation de toutes mes activités un lien, un fil rouge qui est très clair, qui est la créativité, d'être à la fois sur des choses dites intellectuelles qu'on retrouve dans l'entreprise, dans le management et dans tout ce qui touche à l'humain, et à la fois de pouvoir être dans l'artistique et développer des capacités sur des compétences artistiques, et que c'est pas quelque chose de classique, donc c'est ce poisson dans l'arbre, et comme tu le disais dans le premier podcast, c'est comment réussir à assumer d'être un poisson dans l'arbre sans pour autant chercher sa flotte en permanence. C'est pas encore très clair du comment, parce que mes clients et mes cibles pour l'instant sont segmentés. J'ai une cible pour la bijouterie, j'ai une cible pour le kintsugi, j'ai une cible pour le management et l'entreprise, voilà. Donc du coup, je dois m'adresser à ces cibles par rapport à leurs besoins, et sans doute que l'expérience intime serait le point de ralliement, ce qu'on est en train de faire ici. Exactement. Et donc ça touche à l'intime, ça touche au risque de la vulnérabilité, mais en parlant, je raccroche à ce documentaire qui a été fait juste après le Covid sur la notion des femmes fortes, fragiles, mais pas faibles, avec cette idée que c'est au cœur de notre fragilité qu'on est les plus solides et les plus forts, et que donc ma fragilité, c'est clairement de pouvoir être dans mon authenticité matin, midi, soir, et au regard des autres. Et ça, c'est un risque et c'est une fragilité énorme, et je sais que la réponse se situe là. Alors, si tu peux me permettre. Oui, parce que c'est souvent dans le miroir, justement, que l'on peut avancer. Moi, ce que je vois de toi, bien sûr, la fragilité que tu exprimes avec beaucoup de talent dans tes créations, qu'elles soient effectivement bijoux, films, etc. Je vous recommande d'aller voir, mais on en reparlera de toute façon dans d'autres podcasts. Mais ce que je vois aussi, c'est que tu valorises et que tu transformes les autres, les objets aussi, et qu'il y a pour moi un fil rouge autre que je crois que tu as déjà finalement inventé. Je crois que ta marque, tu l'as déjà inventée, mais que tu ne te l'es pas encore appropriée pour en faire un fil rouge. Si je ne me trompe pas, ta marque de bijoux, c'est Or Impact. Oui. On est d'accord ? Eh bien, est-ce que tu ne crois pas que derrière ces mots, il y a justement un lien au travers de cette alchimie, quelque part, que tu opères auprès des personnes, auprès des entreprises, auprès des objets, avec le kintsugi, dans l'utilisation de l'or que tu recycles pour faire des bijoux, et bien sûr, de l'impact que tu cherches à avoir. Tout à fait. Et peut-être que en tant que femme, on m'a appris à être humble. Et je me souviens, pendant mes études, lors d'un jury, le grand Manitou m'a dit « il faut avoir un peu plus d'humilité ».
Et ça s'est intégré en moi. Et c'est vrai que il y a des fois où je sors d'une après-midi de consulte et je suis tellement heureuse de ce qui s'est produit en cabinet. Et je me dis parfois, je suis une Mary Poppins de la thérapie parce qu'il y a de la magie qui opère. C'est beau, ça. Il y a de la magie quand des personnes viennent faire un kintsugi et réparent et sont touchées par le chemin qu'elles ont fait. Il y a des belles histoires qui arrivent et elles restent ici, elles restent dans le sens de pourquoi je le fais. Et cette extimité, c'est-à-dire le rendre visible, est sans doute liée à ce qu'on m'a appris, quoi. Fais pas trop. Et c'est pour ça que je disais, qu'est-ce qu'il me manque ? Un peu d'impertinence, vraiment de pouvoir... oui, se mettre à l'avant de la scène. Alors tu vas me dire, mais tu l'as fait quand tu as fait ton workshop sur le thème de l'audace. Donc il y avait déjà une quête de comment être plus audacieux, parce que tout ça c'est un travail de fond qui est gigantesque pour le poisson que je suis. C'est-à-dire que toutes les problématiques que je rencontre chez les neuroatypiques qui sont mes patients, en miroir, c'est tout un travail qui a été fait sur 20 ans de vie en conscience. Et donc la question de l'audace, elle est éminemment liée à l'hypersensibilité. À l'époque, quand je me suis lancée à 24 ans, téléphoner était un enfer. Alors bon, me retrouver debout face à plus de 300 personnes pour faire un stand-up pour lequel je n'avais jamais été formée, c'était assez audacieux. On peut le et dire. Il m'était absolument essentiel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Et peut-être que ça fait partie de mon humilité, mais de ma congruence. Je ne parlerai jamais d'un sujet que je ne peux pas m'approprier dans le fond de mes tripes. Et donc, si je parle d'audace, je me mets debout sur scène et je fais un stand-up d'1h30. Si je parle du métal et de l'or, j'ai fait un travail sur qu'est-ce que l'or, qu'est-ce que ça apporte, c'est quoi. Bien sûr. Voilà. Et donc, mon rapport au temps et à mon stress, jamais de ma vie, je viendrai à donner un conseil si je ne suis pas persuadée que c'est valable. Et donc, parfois, il y a du doute qui s'installe en disant, en fait, mais qui suis-je pour pouvoir aller au micro, raconter et prêcher la bonne parole. Donc, tout ça est de nouveau très ambigu. Mais... Je te rassure, je connais parfaitement bien le sujet. Pour qui je me prends pour faire des podcasts. Exactement. Pour qui elle se prend, celle-là. Parce que je me dis ça de certaines personnes, en disant, quand même, ça manque de fond, c'est quand même un peu bof. Et en même temps, j'ai toujours dit, et mon fil rouge fait partie de ça aussi, depuis que je me suis lancée à 24 ans avec mon petit baluchon pour proposer de la créativité dans l'entreprise, je me suis dit, si je touche une personne sur ma journée, avec une phrase ou un mot, j'ai fait le job. Parce que dans la vie, il y a des gens qui ont, avec un mot, une phrase, un regard ou une présence, ont modifié des choses chez moi. Et j'en suis dans une gratitude et une reconnaissance éternelle parce que ça a modifié des choses chez moi. Et donc, ça a été inspirant. Et donc, avec cette petite humilité, si je peux faire au moins ça, en fait, je suis congruente. Je comprends parfaitement et je soutiens encore une fois à 300% ce que tu dis. L'humilité fait partie de toute façon, je crois, du chemin du multipotentiel. Et en même temps, bien sûr que c'est hyper gratifiant et c'est du bonheur rentable de pouvoir lire dans les yeux, de pouvoir voir des résultats, les entendre, ne serait-ce que pour une seule personne, comme tu le dis. Mais j'ai envie de dire, en même temps, on est dans une société qui est dans une situation assez urgente. Et moi, j'ai la conviction que des personnes comme toi, comme tous ces fêlés que l'on a entendus dans les podcasts précédents, font partie des personnes qui ont la capacité d'aller plus loin parce que, justement, ils ont fait le chemin, parce que justement tout ce qu'ils ont à dire est parfaitement légitime. Ils ne sont pas en train de vendre, de survendre, de polluer. Ils sont simplement en train d'élargir l'impact. Et je reviens à tes deux mots, oui. L'or et l'impact. Oui, parce que tout ce que tu viens de me dire, tu m'as parlé d'or et bien sûr d'impact personnel. Mais l'impact, si on reprend sa définition, il peut aussi être beaucoup plus large. On parle aussi d'entrepreneurs à impact qui vont plus loin. Je vais même aller plus loin puisque dans les différentes formations que je donne et dans les accompagnements en entreprise, il y a
communiquer avec impact et donc de pouvoir aller plus vite à l'essentiel, de structurer sa pensée et de pouvoir être plus vite sur le sens de ce que l'on raconte même en réunion et de pouvoir s'approprier les propos avec un petit peu plus de maturité que de l'exécutif, je fais une réunion et je montre mes slides. Et donc c'est vrai que tout tourne autour de cet impact et que tout est là. Et puis ça me fait penser à un prof de français qui disait à ma mère quand j'étais plus jeune non, Émilie, c'est très énervant parce qu'elle a tous les ingrédients dans son bol pour faire de la mayonnaise, mais ça prend pas. Et voilà, on y est, l'histoire se répète, c'est qu'il y a cette question, c'est pas de la légitimité parce que je me sens très légitime, c'est de la... Bah oui, je crois de l'humilité, quelque chose de plus juste. Moi, je gratte un peu encore, ouais, excuse-moi d'être impertinente. Mais je pense que derrière, parce que l'humilité, voilà, comme tu viens de le rappeler, tu as monté sur scène, tu as fait des choses avec audace et effectivement, en intégrant cette humilité dans ton parcours, en fait. Donc moi, j'ai plus l'impression qu'il te manque cette fameuse simplification dont tu parlais tout à l'heure. Quand on communique avec impact, on communique simplement. Et j'ai, moi, le sentiment que tu as tellement de cartes et tellement fait de choses et tellement d'activités que finalement, comme tu l'as dit, tu t'adresses à telle cible, puis telle cible et telle cible, ça n'est jamais la même. Et donc, finalement, ça te paraît peut-être quelque chose d'assez complexe, trop complexe, pour pouvoir communiquer, alors que je reviens à mes deux mots, mais or et impact, pour moi, ça couvre tout. Et est-ce qu'il n'y aurait pas dans ces deux mots quelque chose à aller chercher comme une sorte de marque identitaire ? Parce que finalement, tes clients, qu'ils soient acheteurs de bijoux ou de formation, ont besoin de savoir qui tu es, avoir confiance en toi et comprendre ce que tu proposes. Mais comprendre ce que tu proposes, ça commence par comprendre qui tu es et ensuite descendre dans tes offres, évidemment, et des offres qui vont être adaptées. Mais le chapeau qui peut peut-être réunir tout ça, est-ce qu'il ne serait pas déjà là ? Il est certainement déjà là et sans doute n'est-il pas encore suffisamment conscient pour qu'il puisse... voir le jour, en tout cas dans ma représentation. Et donc effectivement, la quête de cette marque identitaire que tu perçois à travers Hors Impact, elle n'est pas encore visible, en tout cas de mon point de vue, en étant intramuros, tout n'est pas encore très évident. Et j'ai parfois des personnes à l'extérieur qui me disent « mais c'est tellement évident, mais oui, mais tu mixes ça, et c'est très clair ». Et donc j'aime bien aussi penser que je suis cette fameuse tomate dont on parlait dans le premier podcast, qui est en maturation et qui, pour pouvoir être exposée dans l'assiette avec le goût, la qualité, la couleur et la spécificité, nécessite le juste climat et la lenteur pour que ce soit bien. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop lent, parce que sinon je risque de louper le coche. C'est pour ça que je suis là. Ouais, c'est vrai. Et tout ça pose des vraies questions. Et le bonheur rentable a ça d'intéressant. Et ce que tu proposes, c'est de rencontrer d'autres poissons qui ont appris à grimper autrement dans l'arbre, qui trouvent ou pas leur flotte. Et c'est vrai que des réseaux d'entrepreneurs, j'en ai fait beaucoup. Mais à un moment donné, ça répond plus à mes besoins spécifiques. Et mes besoins spécifiques, c'est pas produire. C'est pas là que ça se situe. Je gagne bien ma vie. L'enjeu se situe pas à comment faire pour être à tel endroit, avoir plus de clients. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est comment être sur ce bonheur rentable qui fait que les choses ont du sens. Je ne veux pas faire plus de quantité. Je veux être encore mieux alignée pour offrir un service exclusif tout en étant dans
l'inclusif. Et ça, c'est des nouveaux modèles, c'est des nouveaux standards, même le luxe, hein, on en parlait aussi dans le premier podcast. Aujourd'hui, le luxe, ce n'est plus de porter du Chanel ou du Louis Vuitton. Pour moi, ça, c'est devenu du grand boulevard de marque. Pour moi, le luxe, c'est d'avoir du temps de se déplacer peut-être en vélo, c'est d'avoir le temps de lire un livre calmement. Le luxe, il se situe dans le fait de se lever le matin et d'aimer ce qu'on fait, et d'être dans sa force, et d'être dans son effort croissance et pas dans un effort souffrance. Pour moi, le luxe, c'est de pouvoir être disponible pour ses enfants en rentrant de l'école et de pouvoir les écouter, d'avoir un lien d'humanité plutôt que d'être dans la parentalité tout le temps. Et donc, le luxe, pour moi, il est plus du tout au même endroit que ce qu'on a connu dans les années peut-être 80 et 2000. Et tout ça est en train de bouger, et les réseaux sociaux sont à l'origine aussi de ce mouvement, et c'est pour ça qu'il est aussi complexe à appréhender. Alors toi, tu parles de luxe, moi je parle de bonheur en fait. Mais j'entends bien que ça peut être vu comme un luxe, mais tout dépend, et ça c'est très important, de la définition de ton bonheur en fait. Oui. Puisque chaque personne a sa responsabilité par rapport à cette définition, en fonction de sa situation, en fonction de son âge, de son chemin, etc. Donc, où mettons son bonheur et que mettons en œuvre, évidemment, pour que ce bonheur soit rentable, parce qu'on est aussi, bien sûr, dans une société qui oblige à parler de retour sur le temps et de ressources et donc de retour aussi sur l'argent. Donc le bonheur, effectivement, rentable, chacun a sa définition. Tout à fait. Je me permets de revenir quand même encore sur cette fameuse marque identitaire. Tu as parlé en début de podcast de l'épisode dernier d'Instagram et justement de ce que tu aimais dans ce réseau social qui était la façon imagée de communiquer. Et est-ce qu'il n'y aurait pas autour de ton identité, de ta marque identitaire, de cet ADN, une image ou des mots imagés, quelque chose qui permettrait de faire le lien entre toutes tes activités? Oui, ce que tu dis, c'est juste, parce que de prime abord, on pourrait dire que Émilie Sommer, c'est le lien dans toutes ses activités, mais c'est pas confortable pour moi d'être l'épicentre de tout ça. Et il y a quelques jours, suite à un film que j'ai regardé qui m'a bouleversée et qui m'a touchée, j'ai réfléchi de nouveau à comment rassembler toutes ces parties de moi en une seule chose. Alors, c'est pas une image, c'est un double mot qui est la juste exception. Tu en parlais dans le premier podcast, puisque en tant que dyslexique au potentiel avec la cerise sur le gâteau d'hypersensibilité, je suis en langage anglo-saxon, on parle de double exception. Et la double exception ne me convenait pas. Mais par contre, la juste exception me convient bien. Et c'est marrant parce que quand j'ai regardé sur Internet, la juste exception, ça parle de quoi ? En fait, c'est utilisé dans le monde de la musique. Et en fait, c'est utilisé pour décrire une forme d'harmonie. Wow. Donc du coup, on est parfaitement à l'endroit où je pense que ça fait sens. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que juste exception, si on prend les premières lettres, on est dans le jeu. Et le jeu est caché, il est en arrière-plan, mais il est l'épicentre quand même. Et ça me convient mieux. Alors là, je crois On tient quelque chose. Ah oui, là, tu vois, là, tu me laisses sans voix, parce que là, je pense qu'on a libéré la bête Émilie qui sommeille en elle. Émilie qui sommeille. C'est parti. L'impact, l'or était déjà là. L'impact individuel était déjà là, mais là, je sens bien, effectivement, l'impact beaucoup collectif. plus large, collectif, qui va commencer à se mettre en action. Voilà. Regardez bien ce qui va se passer autour d'Émilie Sommers. Et en attendant, merci beaucoup, Émilie. Merci à toi. Rendez-vous. Voilà, rendez-vous prochainement pour parler justement un petit peu plus de ces activités avec cette juste exception. Mais je te remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir.